Là, nous trouvons dans l'herberaie. Donc là, en fait, où on cultive toutes les plantes qu'on utilise pour la phytothérapie. Mmh. Pour la partie phytothérapie, donc pour le domaine de la Bougeraie, donc pour les 34 hectares de vignes. Mmh. Donc en fait, on a ce jardin-là, plus un deuxième jardin, et également des plantes comme de l'ortie, de la prêle qu'on va cueillir naturellement en forêt. Donc D'accord. par exemple, hein, pour faire simple, on utilise toujours en tant que répulsif contre les insectes de la lavande qu'on assemble avec de l'absinthe et de la citronnelle, donc qui sont des plantes aromatiques et qui vont avoir pour rôle de faire fuir les insectes. D'accord. Également un autre exemple, quand on a une forte pression donc en mildiou, qui est vraiment le champignon majeur, hein, un des champignons majeurs Mmh. au niveau de la vigne, donc on utilise des fleurs d'aquilée millefeuille. Donc là, ça sera un petit peu plus tard, hein, quand l'aquilée sera en fleurs. Donc là, vers la mi-juin, on fera une tisane à base d'aquilée. Voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Il faut prendre 1 kg de plantes fraîches qu'on fait infuser dans 40 litres d'eau chaude. Et après, on pulvérise ça, donc à l'aide du tracteur, hein, sur le pulvé monté sur le tracteur, et on pulvérise ça sur 1 hectare de vigne. Voilà. Donc c'est très très simple à utiliser. Puis maintenant, comme on a des jets à très haute pression avec les tracteurs, donc on fait un effet brouillard, hein, brumisant, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de fortes doses en tisane. Donc c'est D'accord. soit 1 kg de plantes fraîches ou 100 g de plantes sèches, parce qu'on fait sécher aussi des plantes pour toujours avoir de l'avance. Voilà. Donc un D'accord. autre exemple, on utilise aussi les fleurs de consoude ou de bourrache. C'est ce qu'on voit là-bas dans le fond, les fleurs jaunes et violettes. Donc la bourrache, elle est très riche en bore, donc on l'utilise au moment de la fleur, au moment de la floraison de la vigne, pour favoriser une meilleure floraison. Voilà. Donc en fait, à chaque étape, à chaque stade de développement de la vigne, on utilise une plante nouvelle, ce qui fait qu'en totalité, on utilise à peu près une douzaine de plantes pendant la saison. Voilà. Et surtout, on essaie toujours de varier les plantes pour éviter les problèmes d'accoutumance qui rendraient les plantes moins efficaces. Voilà. Donc ici, c'est le parc à bois, puisque donc, en fait, tous les hivers, je vais moi-même en forêt, donc dans la forêt de Cîteaux, qui est toute proche, pour donc sélectionner des chênes, donc avec amérandier. J'y vais avec amérandier, donc on sélectionne ensemble des chênes, et après, donc, le mérandier fend les chênes en mérin, donc là, on est au stade de mérin, et les mérins, on les fait sécher ici pendant 2 ans en domaine. Voilà. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que ça me permet d'une part de contrôler l'origine du bois, je sais vraiment d'où viennent les chênes, et après de maîtriser la durée du séchage, donc minimum 2 ans. Et on voit surtout sous l'effet de la pluie, là comme aujourd'hui, comme il pleut, sous l'effet de la pluie, on aura un lessivage, c'est le séchage à l'air libre, et on aura un lessivage des tanins du bois. Donc là, on voit très nettement ici donc, la couleur du béton qui est teintée par Mmh. les tanins du bois qui ont donc été lessivés par la pluie. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important de maîtriser ce processus-là, et aussi du fait que l'on travaille ici en biodynamie. Donc le fait de travailler en biodynamie, on essaie d'être un peu complètement autonome, de Mmh. pouvoir tout maîtriser. Donc l'aspect bois, c'est une partie qui est quand même très importante. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que ça me permet de maîtriser cet aspect-là. Mais ensuite, mon travail s'arrête là, puisque je donne les mérins à différents tonneliers qui, eux, après, vont fabriquer les tonneaux à façon. Voilà. Mais toujours plusieurs tonneliers, parce que j'aime bien avoir plus de complexité, parce qu'on s'est aperçu que quand on donne les mêmes bois à 2 tonneliers différents, on aura un boisier qui sera différent. Donc d'où l'intérêt de travailler avec plusieurs tonneliers, parce que ça apportera au final plus de complexité dans le vin. Ici la cuverie où tous les vins du domaine de la Bougerie sont vinifiés. Mmh. Donc le domaine de la Bougerie, ça représente 34 hectares de vignes. Donc tout est certifié en bio, hein, on est certifié par Ecocert. On pratique aussi la biodynamie, mais sans certification, puisqu'on ne veut pas cumuler les certifications, et surtout je ne veux pas cumuler la paperasse, comme on dit. Voilà. Et parce que d'un point de vue général, je dirais pour la plupart des gens, être certifié bio est plus parlant que biodynamie. Biodynamie, c'est comme plutôt réservé à une clientèle d'élite. Voilà. Donc le domaine de la Bougerie, 34 hectares de vignes avec 28 appellations. Donc ça représente par an à peu près l'équivalent de 200 000 bouteilles. Et puis donc tout est vinifié ici et tout est vinifié à la parcelle. Donc c'est vinification parcellaire. Donc là, tous les cuves bois, vous voyez ici, donc des cuves bois tronconiques, Mmh. donc servent pour donc la vinification des rouges, hein, du pinot noir. Donc ici, il y a une quarantaine de cuves bois, et chaque cuve bois a été dimensionné à la taille de la parcelle de vigne. Voilà. Donc là, par exemple, ici, vous voyez donc, la plus grosse, là, la numéro 8, qui représente l'équivalent
l'équivalent d'une parcelle d'1 hectare de vigne. Donc c'est en l'occurrence la parcelle de Savigny des Beaunes, premier cru les Marconnais. Et ici, cette cuve-là, qui est un petit peu plus petite, qui correspond à une partie de la cuvée de Clos Vougeot. Parce qu'en Clos Vougeot, on a 2 parcelles de Clos Vougeot. Donc les 2 parcelles sont vinifiées dans 2 cuves bois différents. Celle-ci, pour la plus grosse, hein, donc, qui représente 1,2 hectare de Clos Vougeot, et celle-ci, un peu plus petite, qui représente 0,3 hectare de Clos Vougeot. Voilà. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de vendanger les raisins quand ils sont à pleine maturité. Parce que on s'est aperçu, notamment dans Clos Vougeot, c'est quand même un secteur où on a quand même une variabilité de terroir assez importante. Et entre le haut et le bas du Clos Vougeot, on peut quelquefois avoir jusqu'à 5 jours d'écart de maturité. Voilà. Donc d'où l'intérêt de pouvoir vinifier en cuve bois vraiment séparés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les cuves bois sont thermorégulées, parce que vous voyez autour des cuves bois un système de tuyaux en inox, puisqu'à l'intérieur de chaque cuve bois, il y a donc une ceinture en inox, donc on fait circuler de l'eau, et puis donc ça me permet de contrôler, de maîtriser la température. Et surtout de faire des vinifications assez longues, donc ça sera toujours minimum 3 semaines de macération. Donc en général, on commence par des macérations à basse température, aux alentours de 12-13 degrés de température, pendant une semaine. Après, je coupe la régulation, c'est la fermentation alcoolique qui va faire que sur le travail de levure, donc la température va monter tout doucement. Donc ça va monter tout doucement, ça va fermenter. Donc, la fermentation alcoolique va durer à peu près une semaine. Et quand on arrive en fin de fermentation alcoolique, donc là on fait un maintien de température entre 28 et 30 degrés pendant également à peu près une semaine. Voilà. Mais je ne fais jamais de macération finale à chaud à très haute température, puisque comme je dis toujours, il ne faut jamais chercher à extraire la matière, il faut plutôt laisser la matière venir à soi. Voilà. Donc le but c'est vraiment d'extraire en douceur, parce que je veux surtout éviter d'extraire des tanins amers, de l'amertume, de la dureté. Et c'est aussi pour cette raison qu'on fait très peu de pigeage. En général, c'est simplement un pigeage par jour pour vraiment extraire en douceur. Voilà. Et également aussi pendant les vinifications, bien sûr c'est la vinification en fermentation à l'aide des levures indigènes et pas d'utilisation de produits œnologiques, si ce n'est qu'une petite dose de soufre, vraiment aussi pour maîtriser les fermentations et également après pendant l'élevage et la mise en bouteille. Mais vraiment des doses très raisonnées pour, encore une fois, éviter bien sûr d'avoir trop de soufre au moment de la mise en bouteille, mais je suis quand même partisan d'utiliser un petit peu de soufre parce que ça permet aussi de conserver le vin dans le futur. Donc ici nous nous trouvons donc sur la commune de Vougeot, hein, et donc exactement sur l'appellation Vougeot premier cru, le Clos Blanc de Vougeot. Donc comme vous pouvez le voir donc, derrière moi, donc, il s'agit donc du château du Clos Vougeot, avec donc le mur d'enceinte. Donc à l'intérieur du mur d'enceinte se trouve donc l'appellation Clos Vougeot Grand Cru, donc qui est bien sûr planté uniquement en rouge. Mais donc en dehors du mur, donc ici, donc on est à peine à 10 mètres du Clos Vougeot. Donc là nous nous trouvons donc, dans l'appellation Vougeot premier cru, le Clos Blanc de Vougeot, qui a toujours été planté en blanc. Donc ça fait plus de 900 ans que c'est planté en blanc. Donc bien sûr c'est pas nous qui l'avons planté, ce sont les moines de Cîteaux, donc, qui avaient donc établi donc, le Clos Vougeot, qui ont construit le château du Clos Vougeot. Et tout simplement donc, en construisant donc, le château du Clos Vougeot, donc en allant chercher de la roche en dehors, ils ont découvert qu'ici donc, il y avait un secteur qui était beaucoup plus riche en calcaire. Donc comme on peut le voir, donc, il y a beaucoup plus de cailloux, de pierres blanches, donc, du calcaire. Et dès le départ, donc, ils se sont dit que là c'était vraiment un sol qui était dédié à faire du blanc, donc du chardonnay. Donc depuis le départ, ici, ça a toujours été planté en chardonnay. Donc même pour être plus précis, donc, il y a encore 5% de pinot gris et de pinot blanc. Donc on respecte toujours ce qui était fait par le passé. Donc où les anciens aimaient toujours planter un petit peu de pinot gris et de pinot blanc à l'intérieur du chardonnay. Donc voici, donc ici c'est une parcelle qui présente un petit peu plus de 2 hectares. Donc c'est un monopole, donc il y a uniquement le domaine de la Vougeraie qui en produit, donc c'est un monopole. Et c'est surtout une vigne, un secteur qui peut paraître un petit peu bizarre, parce que tout autour, nous avons que des grands rouges. Donc là derrière moi, c'est bien sûr le Clos Vougeot. De l'autre côté, c'est l'appellation Chambol-Musigny. En contrebas, c'est l'appellation Vougeot premier cru les Cras, qui est planté en rouge, qui produit d'ailleurs un très bon rouge. Et tout au-dessus, c'est les Musigny. Voilà. Donc c'est vraiment au cœur, donc il y a vraiment ce petit spot, voilà,
avec ce blanc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste bien, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, donc dans Contrebas, donc l'appellation Vougeot premier cru l'Écrat, donc ce lieu dit l'Écrat, en vieux français, ça veut dire donc la craie, donc toujours encore une fois pour vraiment signifier qu'ici il y a vraiment une faille et un secteur où il y a beaucoup plus de calcaire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça produit un blanc moi, que je trouve qui a beaucoup de caractère. Donc là, qu'est-ce que nous sommes en train de goûter là? Donc là, on va déguster un Vougeot premier cru, le Clos Blanc de Vougeot, millésime 2010. Voilà, donc là, voici donc l'habillage sur une bouteille, donc sur le millésime 2007. D'ailleurs, là, on sent quand on sent sur le millésime 2010, on sent déjà au nez, il y a une très très belle minéralité, ce côté un petit peu minéral, mais surtout ce côté un petit peu pierre à fusil, mais très délicat. On est vraiment sur, comme on dit, la bonne réduction, ce côté pierre à fusil avec aussi des arômes de fleurs blanches, vraiment toute la délicatesse. Ouais, c'est très délicat au nez. Et ça laisse présager en bouche, et vraiment une très très belle matière. Un vin qui a beaucoup de matière. On sent vraiment, comme on dit, il y a de la matière, hein, très très belle matière, avec je trouve un boisé qui est bien dosé. Donc là, c'est élevé avec 30% de bois neuf, et notamment donc, des bois provenant de cette forêt de Cîteaux. Donc c'est aussi un petit peu pour faire le lien, retrouver un petit peu quelque part, ça serait mon but, retrouver un petit peu le style originel des moines de Cîteaux, qui bien sûr élevaient leur vin dans des chaînes de forêt locales qui n'allaient pas faire 300-400 km, notamment dans l'Allier ou à Tronchet pour trouver des bois. Donc moi le but c'est justement d'avoir élevé ce vin dans des bois provenant de la forêt de Cîteaux. Bon, pas trop de bois neuf, 30%, parce que je veux vraiment aussi préserver ce caractère très fruité, très, très frais, très élégant. Mais un élevage quand même assez long. Donc ce vin-là a été élevé 15 mois en fût, et ensuite 3 mois en cuve, pour vraiment bien homogénéiser la cuvée et retrouver cette belle fraîcheur. Donc au total, 18 mois d'élevage pour ce vin. Et puis donc voilà, pour finir donc une mise en bouteille ici au domaine. Donc on arrive à avoir un vin qui a une très belle matière, mais qui demandera quand même un minimum de vieillissement en bouteille. Donc moi j'estime en général qu'il faut entre 8 à 10 ans de vieillissement pour vraiment l'apprécier pleinement et vraiment retrouver cette complexité, ce gras qu'on peut retrouver, je dirais, dans les beaux chardonnays. Mais encore une fois, surtout éviter la lourdeur. Je ne vais surtout pas céder au mode de certains malheureusement qui boivent trop les vins ou recherchent trop de maturité. Moi le but c'est vraiment de trouver un bon équilibre. Et là encore une fois le fait de travailler en biodynamie ça m'aide beaucoup, parce que aussi l'apport de la biodynamie, moi je le vois très bien quand je contrôle la maturité des raisins avant les vendanges. Eh ben, je vois très bien qu'on a un très bon équilibre dans les raisins, parce que vous savez dans la maturité souvent on a deux maturités, la maturité technologique qui est le taux de sucre et le taux d'acidité, et la maturité phénolique, donc quand les pépins sont mûrs. Donc ça c'est surtout valable pour les rouges. Mais je vois très bien que ces deux maturités en fait arrivent en même temps. Donc on n'a pas de décalage de maturité, ce qui fait qu'on arrive toujours à avoir des raisins avec une belle matière, donc aussi une belle fraîcheur et des raisins qui ont du goût. Voilà. Et ça après il n'y a pas de mystère, je veux dire, quoi. Si on veut faire des bons vins, tout part de la matière première. Donc il faut avoir 100 bons raisins. Quand on n'a pas de bons raisins, c'est impossible de faire de grands vins. Donc pour moi le fait de travailler en biodynamie, ça m'aide beaucoup. Voilà. Super. Hein.